Bonjour, nous abordons maintenant la leçon 23 du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Nous commençons la troisième partie du cours qui sera plus brève que la deuxième, qui comportera les dernières leçons du cours et qui porteront sur les difficultés des démocraties contemporaines. Ces difficultés, je ne prétends pas être capable de les voir toutes. Je vais parler de celles qui me semblent les plus évidentes. Ce sont d'abord les contraintes qui résultent des relations internationales dans lesquelles sont impliqués les États démocratiques. Ensuite, la complexité croissante des décisions politiques, le déséquilibre qui peut exister entre l'état de droit et le gouvernement par délégation, l'influence des inégalités économiques sur les décisions politiques et enfin les structures mal conçues du gouvernement par délégation. Je commence avec les contraintes internationales. L'interdépendance mondiale est un fait évident. Nous sommes de plus en plus nombreux, les humains sont de plus en plus nombreux et de plus en plus mobiles, de plus en plus puissants, capables de consommer plus, de communiquer plus, de se déplacer davantage sur une planète dont la taille réelle n'a pas augmenté, la surface de la Terre n'a pas augmenté. Comme nous nous déplaçons de plus en plus, et nous sommes de plus en plus nombreux, tout se passe comme si la Terre devenait plus petite, comme si l'espace dans lequel les humains opèrent devenait plus limité. Alors, nous avons vu que la souveraineté des États était une étape nécessaire à l'émergence de régimes démocratiques. Élire librement des dirigeants qui ne peuvent rien décider, évidemment, ça ne peut pas être la réalisation d'une véritable démocratie. Et dans le monde d'aujourd'hui, les États qui se prétendent souverains, qui sont considérés comme souverains, sont de moins en moins indépendants. Les décisions qu'ils prennent, pas seulement dans leurs relations avec l'extérieur, mais les décisions qu'ils prennent à l'intérieur du pays sont de plus en plus déterminées par des contraintes qui résultent du système international dans lequel ils sont imbriqués. Ce sont donc des contraintes qui limitent la démocratie. Ces contraintes s'exercent sur tous les pays du monde. Elles pèsent évidemment plus lourdement sur les pays plus petits ou plus pauvres. J'en prendrai seulement un exemple d'un pays qui n'est pas si petit, le nôtre, le Canada. J'ai découvert il y a quelques années que en 2012, le nombre de médecins par habitant était presque le double en Espagne de ce qu'il est au Canada. En Espagne, le revenu national par habitant est plus faible qu'au Canada. Nous sommes un pays plus riche. Pourquoi on a beaucoup moins de médecins par habitant au Canada qu'en Espagne? L'explication est évidemment la proximité des États-Unis. Le fait que les médecins peuvent gagner plus d'argent aux États-Unis qu'au Canada et que donc, pour que les médecins restent au Canada, il faut les payer d'une façon qui ne soit pas trop inférieure à la façon dont ils sont payés ou de l'argent qu'ils peuvent gagner aux États-Unis. Et les organisations de médecins qui revendiquent la rémunération des médecins, parce que la rémunération des médecins, elle dépend largement de règles qui sont faites par les gouvernements, essentiellement les gouvernements provinciaux d'ailleurs, qui sont ceux qui gèrent cela. La capacité de négociation des médecins canadiens qui voient comment vivre, quels sont les revenus
des médecins aux États-Unis et qui peuvent jouer du fait qu'il y a une crainte des administrateurs des systèmes au Canada de voir les médecins canadiens s'en aller aux États-Unis. Nous ne pouvons pas faire un système de santé avec des médecins qui gagneraient 2 fois moins en moyenne que des médecins américains. De la même façon que nous ne pouvons pas faire une politique d'immigration qui soit complètement différente de celle des États-Unis. Les États-Unis ont connu au cours du XXe siècle des périodes où ils avaient une politique d'immigration très ouverte et d'autres périodes où l'immigration était beaucoup plus limitée aux États-Unis. Et lorsque ces changements se font aux États-Unis, ils sont faits au Canada peu de temps après, parce qu'on ne peut pas avoir une politique d'immigration beaucoup plus libérale ou beaucoup moins libérale que celle des États-Unis. Si on fait une politique beaucoup moins libérale, les gens rentreront au Canada en passant par les États-Unis, et si nous faisons une politique beaucoup plus libérale que les États-Unis, beaucoup de gens passeront par le Canada pour aller aux États-Unis, et dans les deux cas, ça posera un problème pour la liberté de circulation à la frontière entre les deux pays, qui est extrêmement importante pour l'économie et pour la vie courante d'énormément de gens au Canada. Il y a des phénomènes d'interdépendance comme ça. Bon, les Canadiens savent qu'ils sont dépendants des États-Unis pour beaucoup de choses, mais le phénomène, il existe à la taille de la planète, où les décisions qui sont prises, la façon dont sont gérées les politiques à l'intérieur d'un pays sont contraintes, qu'on le veuille ou non, par la façon dont les choses se passent dans les pays autour. Au lieu de parler du système de santé au Canada, j'aurais pu parler de la criminalité au Mexique. Le niveau de criminalité au Mexique est évidemment influencé très fortement par deux choses, là aussi, qui viennent des États-Unis. C'est la consommation de drogue illégale aux États-Unis, et donc la possibilité pour des criminels de s'enrichir faisant passer de la drogue par le territoire du Mexique, et la facilité avec laquelle on peut acheter des armes à feu aux États-Unis, la difficulté pour le Mexique de l'ordre public au Mexique est évidemment influencé très fortement par la proximité des États-Unis. Et ce n'est pas seulement les États-Unis qui ont cette influence-là sur leurs voisins, et l'influence, elle peut marcher dans les deux sens. Les États-Unis aussi ont une situation interne qui est influencée par la façon dont les choses se passent chez leurs voisins ou dans d'autres pays ailleurs dans le monde. Plus on est grand, moins c'est perceptible. Plus un pays est grand et puissant, moins c'est perceptible, mais même pour les pays grands et puissants, c'est un phénomène qui existe. Et évidemment, pour des pays beaucoup plus faibles, soit parce qu'ils sont plus petits, moins peuplés, soit parce qu'ils sont beaucoup plus pauvres, cette influence devient beaucoup plus grande. L'argument que la nation est indispensable à la démocratie, que la démocratie ne peut se développer que dans un État national, est un argument qui a été très fort au Canada dans les années 1990, lorsque le débat public au Québec était dominé par la question de l'indépendance du Québec ou pas. C'est un argument qu'on retrouve aujourd'hui dans les pays européens. J'y reviendrai à la fin de cette leçon. Pas beaucoup de gens qui critiquent le phénomène de l'Union européenne, l'influence de l'Union européenne sur les politiques intérieures des différents pays, et affirment la nécessité de la nation, de la solidarité nationale et de l'indépendance nationale pour assurer pour faire fonctionner la démocratie. Alors cet argument, il a été présenté, je pense, de façon très intelligente et cohérente par Daniel Jacques, un intellectuel québécois, dans un livre intitulé « Nationalité et modernité » qui a été publié en 1998.
Daniel Jacques utilise l'expression la clôture. Pas la démocratie suppose la clôture, suppose qu'on sache exactement qui sont les membres du peuple et qui ne sont pas les membres du peuple. Alors, cette notion, elle peut être discutée ou critiquée de deux façons. Les lois s'appliquent presque toujours sur un territoire. Et il faut savoir quelles sont les limites du territoire sur lesquelles s'applique une loi. Et ça, c'est vrai, même si un État n'est pas démocratique. Nous avons parlé de la souveraineté des États, de l'émergence de la souveraineté des États et de l'importance que ça a eu pour la formation des régimes démocratiques. Nous en avons déjà parlé dans ce cours. Il y a aussi la question des citoyens, la question de qui sont les gens qui votent. Pour tenir une décision en faisant voter des gens, il faut savoir à l'avance quelle est la limite de ceux qui ont le droit de vote et de ceux qui ne l'ont pas. Et ça, c'est vrai pour des États indépendants, c'est même vrai pour des municipalités, pour que les élections municipales se passent convenablement, il ne faut pas qu'il soit possible de faire venir des électeurs de communes voisines pour remplir les urnes dans la municipalité où a lieu l'élection. Donc évidemment, la démocratie suppose des limites, suppose que ces limites soient connues, et même s'il ne s'agit pas d'États indépendants. L'autre argument, plus fort et plus flou en même temps, c'est l'idée qu'il y a une solidarité nationale nécessaire pour le fonctionnement des institutions démocratiques, que les gens acceptent de payer des impôts si c'est utilisé pour aider ceux qui sont leurs concitoyens, et à condition qu'ils s'identifient à eux, alors que s'ils ne les considèrent pas comme des concitoyens, ça devient plus difficile. Et aujourd'hui, à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des gens qui disent, regardez, les Allemands de l'Ouest ont accepté de payer des sommes énormes pour absorber l'Allemagne de l'Est et les habitants de l'Allemagne de l'Est et reconstruire l'économie de l'Allemagne de l'Est. Ils n'acceptent pas de faire la même chose pour aider, par exemple, la Grèce, qui fait partie de l'Union européenne, qui a eu des difficultés financières très très importantes il y a une dizaine d'années, qui continuent à en avoir jusqu'à aujourd'hui. Parce que les Allemands considèrent que les Allemands de l'Est sont des Allemands et que donc la solidarité est normale, alors que les Grecs, c'est des Européens, mais l'Europe, c'est pas une nation, et il n'y a pas le même type de solidarité avec les Grecs. Il y a à l'intérieur du Canada un certain nombre de gens qui utilisent le même type d'argument entre les provinces du Canada. Pas que l'Alberta se lamente perpétuellement de payer pour financer les autres provinces qui ont moins de ressources ou qui sont moins efficaces économiquement. Pendant longtemps, la solidarité nationale était pas principalement la solidarité face à l'impôt et l'utilisation de l'impôt. C'était la solidarité face à la guerre et au risque de guerre. J'ai insisté très souvent là-dessus dans ce cours. Il y a une parenté entre la démocratie et la guerre. Les concitoyens à Athènes, c'était les soldats, c'était ceux qui combattaient, qui défendaient la cité. La Révolution française réinvente le soldat citoyen. Il y a une efficacité des conceptions démocratiques pour faire la guerre, et il y a une importance de la menace de guerre pour la solidarité entre les gens qui appartiennent au même État ou à la même nation. Et les États qui sont capables de susciter cette solidarité entre leurs membres, entre leurs citoyens, sont des nations qui fonctionnent mieux que les États qui ont des populations qui se considèrent moins comme des nations. Dans le passé, en Europe, la
cohérence des démocraties a été fondée beaucoup sur le service militaire et la menace de guerre. Et ça avait une conséquence assez évidente, c'est l'acceptation par les populations des régions plus riches de financer des programmes communs ou des infrastructures dans les régions plus pauvres que l'Italie acceptait de financer la Sicile parce qu'en cas de guerre contre l'Autriche, les soldats siciliens combattraient dans l'armée italienne aux côtés des habitants du Piémont ou du Milanais, qui étaient beaucoup plus riches. Il y a eu le même phénomène en France, par la solidarité entre les Français du centre de la France et les Bretons qui étaient plus périphériques, différents culturellement, parfois plus pauvres, la volonté de les intégrer à la communauté nationale. C'était en partie une solidarité militaire face à la menace de l'Allemagne. Avec le déclin des menaces militaires et l'apparition de la compétition économique comme étant le grand enjeu pour les États d'aujourd'hui. Beaucoup d'États d'aujourd'hui ne se considèrent plus du tout comme menacés militairement. Ils se sentent menacés par la concurrence économique avec d'autres qui peuvent créer du chômage, des déficits commerciaux, des choses comme ça. Et ça déclenche un phénomène qui est assez nouveau en Europe, mais qui peut devenir beaucoup plus important. C'est une contestation des solidarités nationales sur cette base-là. Ça s'est passé en Italie depuis maintenant une bonne trentaine d'années, où il y a encore une association, un mouvement politique dans le nord de l'Italie qui demande l'indépendance du nord de l'Italie par rapport au sud pour cesser d'avoir à traîner ces gens beaucoup moins efficaces qui sont dans le sud. Et dans le cas du démembrement de la Tchécoslovaquie en 1990-91, on a observé, je crois, le même phénomène où finalement ce sont les dirigeants de la République tchèque qui ont presque poussé dehors les Slovaques, pas avec l'idée que pour l'avenir économique de la République tchèque, pour l'intégration de la République tchèque à l'Union européenne, ça serait plus facile de ne pas être encombré des Slovaques, qui sont des gens moins efficaces économiquement. Il est possible que ce type d'égoïsme subnational, pas que le démembrement des États ou la contestation des États se fasse davantage sur la base des riches qui veulent se débarrasser des pauvres que sur la base des gens culturellement différents qui veulent se séparer parce qu'ils sont culturellement différents. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que effectivement, le sentiment de solidarité parmi les citoyens d'un État, ça facilite le fonctionnement de la démocratie sans aucun doute. Si les différences culturelles, si les égoïsmes économiques sont insurmontables, il y aura encore des démocraties, mais elles décideront de moins en moins de choses parce que cela ne supprimera pas la croissance des contraintes internationales. Parce que si la démocratie n'est possible que dans un groupe, dans un État dont la population se perçoive comme une nation au sens culturel ou sentimental, peut-être qu'on continuera à avoir des démocraties, mais elles décideront de moins en moins de choses et elles seront de moins en moins indépendantes à cause de la croissance des contraintes internationales. Pour réfléchir sur cette question, j'aime bien revenir à mon philosophe préféré, à savoir Kant. Kant écrit en note de bas de page au début du projet de paix perpétuelle, tous les hommes qui influent les uns sur les autres doivent avoir une constitution civile, c'est-à-dire ils doivent avoir des lois communes et ils doivent avoir des procédures pour faire des lois communes. Et cette idée, elle est, je crois, extrêmement profonde. C'est une des idées
les plus profondes de toute l'histoire de la philosophie politique, l'idée que ce qui permet ou ce qui rend nécessaire l'existence d'un État, l'existence d'une structure politique commune, ce n'est pas la culture commune, c'est le fait d'interagir les uns sur les autres. Si on interagit les uns sur les autres, on doit avoir des lois communes et des procédures pour faire et changer, modifier, appliquer ces lois communes. Si on ne s'aime pas entre nous, il faut apprendre à s'aimer. Mais le critère, est-ce que les gens s'aiment entre eux, c'est ça qui doit décider s'ils doivent former un État ou pas, s'ils doivent avoir une structure politique commune ou pas. C'est un très mauvais critère. Il vaut mieux que les gens aient des sentiments positifs les uns par rapport aux autres à l'intérieur d'un État. Ça aide. Mais il ne faut pas que ce soit le critère pour créer un État, pour faire exister un État. Et donc, puisqu'on ne peut agir les uns sur les autres, il nous faut des lois communes. Et bien évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, les interdépendances entre les humains, elles sont plus étendues et plus intenses que jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les décisions prises, des décisions politiques ou les décisions de grandes entreprises économiques prises n'importe où sur la planète peuvent avoir des conséquences n'importe où ailleurs sur la planète. Et des conséquences qui sont donc de plus en plus étendues et de plus en plus intenses, qui peuvent modifier les conditions de vie des gens, comme la possibilité de faire fonctionner le système de santé au Canada, qui dépend de la façon dont les choses sont gérées aux États-Unis, ou le degré de criminalité au Mexique, qui dépend de ce qui se passe aux États-Unis, et le degré de criminalité aux États-Unis, qui dépend de ce qui se passe au Mexique. L'interdépendance, elle est réciproque dans ce cas-là. Puisque l'interdépendance est mondiale, il faut donc des lois mondiales. Et des lois mondiales, il y en a depuis longtemps. Il est intéressant d'y réfléchir pour voir quel rapport ça peut avoir avec la démocratie ou les régimes démocratiques. Alors, il y a des lois internationales entre les États d'Europe, des lois qui sont coutumières, qui se sont formées par l'usage dans les relations entre les États, qui ont été codifiées par des juristes qui ont réfléchi à cette question, au moins à partir du XVIIe siècle, qui ont été parfois renforcées par des traités, notamment les fameux traités de Westphalie, dont vous avez tous entendu parler, au milieu du XVIIe siècle. Ces lois internationales étaient plus ou moins bien respectées par les États. Au XIXe siècle sont apparues les premières organisations internationales qui ont fait des lois et qui ont veillé à leur application, lois qui n'étaient plus limitées à l'Europe et qui ont été respectées de manière très, très incertaine. Juste pour vous rappeler des choses que vous savez peut-être déjà, pour l'histoire internationale, la plus ancienne des organisations internationales qui existent aujourd'hui, c'est la Croix-Rouge, qui a été fondée en 1864 et qui a fait adopter des conventions de Genève sur les blessés et les prisonniers en temps de guerre, convention qui a été signée un certain nombre d'États. Mais la Croix-Rouge n'est pas une organisation intergouvernementale. C'est une organisation dont l'existence est confirmée par un accord intergouvernemental, la Convention de Genève, mais dont le fonctionnement est un fonctionnement institutionnelle, elle a sa propre structure et elle joue son rôle en se perpétuant elle-même. La plus ancienne des organisations internationales intergouvernementales qui existent dans le monde d'aujourd'hui a été fondée en 1874. Ça s'appelle l'Union postale universelle, qui réglementait les questions du courrier,
les échanges de courriers, les communications internationales de messages, ça ne pouvait avoir la forme que du courrier. Il y a déjà du télégraphe, mais il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de radio, et il n'y a pas même pas d'Internet. Et donc, cette organisation, elle a son siège à Berne, elle existe toujours aujourd'hui, elle a beaucoup moins d'importance dans le monde d'aujourd'hui que l'importance qu'elle a pu avoir pour les échanges diplomatiques, et puis les échanges commerciaux, et puis les échanges entre les personnes, dans le dernier quart du XIXe siècle. Donc, elle a été fondée en 1874. En 1901 a été créée la Cour internationale de justice, qui est un tribunal d'arbitrage auquel les États se soumettent librement, donc ce n'est pas vraiment un tribunal. Ça règle certains conflits entre des États. Ça a été créé en 1901, ça siège à La Haye, aux Pays-Bas. Aujourd'hui, c'est une organisation spécialisée de l'ONU, mais ça a été créé bien avant l'ONU. La Société des Nations, qui est une organisation intergouvernementale à vocation universelle, qui veut réunir tous les États du monde, et nous savons qu'il y a toujours eu des États qui refusaient d'en être membres, qui a été créée en 1919. Et enfin, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui existe toujours aujourd'hui, qui a été créée par une conférence à San Francisco d'avril à juin 1945. A été adoptée la Charte des Nations Unies par les 51 membres fondateurs. Aujourd'hui, ils sont presque 200. La structure de l'ONU, vous la connaissez bien, elle comporte une assemblée générale où siègent à égalité les représentants de tous les États membres, c'est-à-dire même le plus grand et le plus petit, le plus puissant et le plus faible, qui votent à égalité dans l'assemblée générale et qui a un rôle presque exclusivement consultatif, hein, parce que l'assemblée générale ne peut prendre aucune décision qui s'impose à personne, elle peut faire seulement des recommandations qui ne sont pas obligatoires. Enfin, il y a un conseil de sécurité. Il était de 11 membres à l'origine, ils sont 15 depuis 1965, dont 5 membres permanents, vous savez lesquels, les États-Unis, pendant longtemps l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France. Les autres membres sont élus par l'Assemblée générale. Là, l'Assemblée générale a un rôle assez important pour élire les membres du Conseil de sécurité qui sont élus pour 2 ans par l'Assemblée générale. Alors, le Conseil de sécurité, lui, a sur le papier un pouvoir important. Il a la responsabilité du maintien de la paix. Il peut prendre des décisions qui sont obligatoires quand elles sont prises à la majorité des membres. Le texte de la charte disait y compris les votes de tous les membres permanents. En pratique, à partir de 1950, est apparue la notion de veto. C'est-à-dire, il est apparu qu'on pouvait accepter qu'un État, qu'un membre permanent ne vote pas une résolution mais ne la bloque pas. Et que donc, ça s'est adopté malgré son abstention. Alors que le texte initial de la charte disait qu'il fallait le vote des 5 membres permanents. Dans quel contexte s'est fait ce changement coutumier en 1950? C'est lié au début de la guerre de Corée. Il n'est pas nécessaire que je ne développe ça ici. Alors, dans le cadre de l'ONU, il y a toute une série d'organisations spécialisées qui ont des rôles pratiques parfois très importants. La FAO, l'organisation qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation, qui est son siège à Rome, mais qui a été fondée à Québec en octobre 1945. L'UNICEF qui s'occupe de problèmes d'éducation, l'UNESCO qui s'occupe de problèmes de culture, l'UNICEF s'occupe d'enfance plutôt que d'éducation, l'UNESCO s'occupe de culture et d'éducation, l'OACI, dont le siège est à Montréal, qui s'occupe de l'aviation civile internationale, l'OMS, dont on a beaucoup parlé depuis 2 ans, l'Organisation mondiale de la santé, qui a son siège
qui a son siège à Genève, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, qui a son siège à Genève, l'organisation qui s'occupe de l'énergie atomique, qui a son siège à Vienne, qui a été fondée plus tard, qui a été fondée en 1957. Et puis il y a d'autres organisations internationales qui ne sont pas liées directement à l'ONU, qui ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale, alors, qui n'étaient pas des organisations universelles au départ, c'était des organisations de pays capitalistes. Enfin, c'est essentiellement fait à l'initiative des États-Unis et en coopération avec les autres pays qui ont des économies de marché à la même époque, essentiellement le FMI, le Fonds monétaire international, et la Banque mondiale, et ensuite l'OMC. Bon, ça c'est d'abord appelé le GATT, General Administration on Tariff and Trades, quelque chose comme ça, qui a été fondé en 1948, qui est devenu l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 1995, et qui a son siège à Genève aussi, beaucoup d'organisations internationales qui ont leur siège à Genève. Alors, toutes ces organisations ont été créées par des procédures diplomatiques. Et c'est quelque chose ça ne pouvait pas être fait autrement. Ce sont des négociations entre des États qui ont décidé de créer ce genre de choses. Et les décisions prises par ces organisations continuent à être prises dans une large mesure par négociation entre les États. Pour que le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution, il faut que les membres négocient entre eux, obtiennent une majorité des membres et obtiennent qu'aucun des 5 membres permanents ne mette son veto. Donc, ça prend des négociations. Donc, ça ne pouvait pas être fait autrement. Et il faut bien comprendre que la diplomatie est une excellente chose. Il vaut mieux régler les problèmes internationaux par la diplomatie que les régler par la force. Mais la diplomatie est une procédure qui est fondamentalement différente de la démocratie, des procédures de décision démocratique, et qui est même, je dirais, antagoniste ou antinomique avec la démocratie. Parce que des négociateurs doivent cacher leur jeu aux gens avec qui ils sont en train de négocier, et pour cacher leur jeu à ceux avec qui ils doivent négocier, ils doivent le cacher même à ceux qu'ils représentent. La gestion d'une diplomatie ne peut pas être complètement démocratique, ne peut pas être complètement ouverte, ne peut pas être faite complètement sur la place publique. Ceux d'entre nous qui ont eu un tout petit peu l'expérience de négociation syndicale savent ça. Lorsqu'un syndicat décide de réunir une assemblée générale pour décider si on va faire une grève ou pas, ils annoncent quelles sont les revendications du syndicat à l'assemblée générale. Et bien sûr, il y a un certain nombre de gens dans la salle qui voudraient savoir, parmi ces revendications, quelles sont celles qui sont les plus importantes et celles qui sont moins importantes, lesquelles sont là pour être des monnaies d'échange, sont là pour être abandonnées en cours de négociation en échange d'autres choses. Et évidemment, les responsables du syndicat ou les futurs négociateurs ne peuvent pas répondre à cette question. Parce que s'ils disent notre demande numéro 3, c'est juste pour avoir une monnaie d'échange qu'on l'a mise dans la liste, la monnaie d'échange perd sa valeur complètement. Parce qu'évidemment, l'interlocuteur patronal avec lequel on va négocier, il peut savoir que ça n'est pas une demande auquel les gens avec lesquels ils sont en négociation, auxquels ils tiennent vraiment. Donc, ce phénomène-là, qui oblige à cacher son jeu, qui oblige souvent à mentir, les diplomates ont le droit de mentir, ça fait partie de leur métier d'avoir le droit de mentir,
ils ont le droit de prétendre que telle chose est très importante pour eux, enfin pour les gens qu'ils représentent, et ils ont le droit de le prétendre, même s'ils savent que c'est pas vrai du tout, parce que c'est utile de le prétendre dans le jeu de la négociation. Donc, avoir des règles internationales qui sont faites par la négociation, c'est inévitable. C'est mieux d'avoir des règles internationales faites comme ça que de ne pas avoir de règles internationales du tout, au moins dans beaucoup de domaines. Peut-être que certaines des lois internationales qui existent aujourd'hui sont très mauvaises et qu'il faudrait les changer. D'autres, je pense, sont assez utiles, mais si on veut avoir des lois internationales, il faut avoir des lois internationales à cause de l'interdépendance des humains sur la planète. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus, c'est un point sur lequel Kant avait raison, et son observation reste vraie jusqu'à aujourd'hui, elle est même de plus en plus vraie. Les humains d'aujourd'hui sont beaucoup plus interdépendants qu'ils l'étaient à l'époque où Kant écrivait son projet de paix perpétuelle. Donc, peut-on faire des lois internationales qui soient démocratiques, qui soient compatibles avec des régimes démocratiques? Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire des règles qui soient adoptées par des procédures démocratiques. Et ici, on se heurte à une difficulté. Bon, en première intuition, si on pourrait dire, le principe, c'est l'égalité des États. Or, évidemment, l'égalité des États, ça n'a rien de démocratique. L'idée que le Luxembourg peut avoir autant d'importance dans un processus de décision que l'Indonésie, ce qui est le cas à l'Assemblée générale de l'ONU. Que, évidemment, ça ne peut pas marcher beaucoup comme ça ne peut pas être vraiment démocratique. La souveraineté des États est un bon principe pour limiter les risques de guerre sur la planète, mais et c'est peut-être un principe qui facilite la démocratie à l'interne dans les États qui sont souverains, mais quand des États doivent prendre des décisions ensemble pour se donner des lois communes, l'égalité des États ne peut pas être un principe démocratique. Et l'égalité des habitants de la planète est quelque chose dont on n'a aucune idée aujourd'hui de comment on pourrait le mettre en œuvre, pas comment on pourrait faire fonctionner un système de décision qui supposerait des sortes de référendums mondiaux pour entériner ou consacrer certaines règles internationales. Tout ça n'est aucune chance d'être réalisable dans l'avenir prévisible, qu'un jour on soit capable de faire ça, les humains soient capables de faire ça, on ne peut pas l'exclure complètement. Mais on peut peut-être poser le problème de façon un petit peu plus modeste, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut réfléchir à des procédures de décision pour faire des règles internationales qui tiennent compte des intérêts de tous ceux à qui ça s'applique? J'ai déjà utilisé cette notion plusieurs fois dans ce cours et je vais y revenir de nouveau bientôt, que la démocratie doit-elle être défendue comme la prise en compte de la volonté de tout le monde ou comme la prise en compte par des décideurs des intérêts de tout le monde ou des préoccupations de tout le monde? Est-ce qu'on peut faire des procédures de décision internationales ou interétatiques qui soient assez favorables pour tenir compte des intérêts de toutes les personnes concernées, pas seulement de tous les États concernés, mais de toutes les personnes concernées par la décision qui est prise? Et comme tentative de réponse à cette question, l'expérience de la construction européenne est très intéressante. Que la construction européenne, entre les années 50 et aujourd'hui, a été la tentative la plus poussée
de construction d'une structure de gouvernement supranational, pas pour faire des règles communes à plusieurs États, qui ne soient pas seulement des règles sur la conduite des États, mais qui soient des règles pour la condition de vie des habitants des États en question. Alors, cette organisation qui a été créée par le traité de Rome en 1957, qui a évolué très profondément depuis, cette organisation, je crois, elle a fonctionné au début d'une façon qui n'était pas formellement démocratique, mais qui était favorable à la démocratie, c'est-à-dire qui a gouverné la communauté d'une façon qui ressemblait un peu à ce qu'aurait pu être un gouvernement démocratique. C'est-à-dire c'était favorable à la prospérité des populations de l'ensemble des 6 pays membres fondateurs. C'était favorable au maintien d'institutions démocratiques dans chacun des États membres. C'était favorable à la réduction des inégalités. Il y a eu pendant cette période une réduction des inégalités à l'intérieur de chacun des pays membres et même entre les habitants des pays membres. Les 30 premières années de l'Union européenne, les 30 premières années de l'Union européenne, on assiste à une réduction importante des inégalités entre les habitants les plus pauvres des pays les plus pauvres et les habitants les plus riches des pays les plus riches. Donc, c'est favorable à la liberté, c'est favorable au maintien d'institutions démocratiques dans les différents pays, c'est favorable à la prospérité économique, c'est favorable à la réduction des inégalités entre les différents pays, c'est très favorable à la liberté individuelle, y compris la liberté de circulation d'un pays à un autre, etc. Donc, du point de vue si je ne sais pas si les structures étaient démocratiques, mais les structures de la communauté européenne, ça a changé de nom plusieurs fois, cette structure, elle donnait des résultats qui ressemblent aux résultats qu'on est en droit d'attendre d'un gouvernement démocratique. Ensuite, ça va se dégrader beaucoup. Aujourd'hui, c'est dégradé beaucoup. Et donc, réfléchir à comment ça s'est passé, pourquoi ça a fonctionné bien et pourquoi ça s'est mis à fonctionner moins bien, ça ne permet pas de répondre à la question que je me pose maintenant, qui est comment peut-on faire des lois internationales qui soient démocratiques. Je ne crois pas que je connais la réponse à cette question. Je pense que la réflexion sur l'Union européenne, ses réussites et ses échecs, ça peut être un point de départ pour la réflexion sur cette question qui est, je crois, une question fondamentale du monde d'aujourd'hui, parce que nous avons besoin de plus en plus de lois internationales, et si nous ne savons pas comment faire des lois internationales qui soient démocratiques ou compatibles avec les démocraties, c'est très mauvais pour la démocratie, c'est très dangereux pour la démocratie. Alors, il faut bien comprendre que la construction européenne, à l'origine, est un projet politique et non pas économique. L'idée de départ des fondateurs, la toute première idée, c'était d'empêcher une guerre franco-allemande. Aujourd'hui, quand on parle de ça avec des Européens, ils trouvent ça tellement étonnant, parce que l'idée d'une guerre franco-allemande est devenue tellement irréelle. Mais on est en 1954-55, quand commence la démarche de création de la construction européenne, et l'idée qu'il faut rendre impossible à l'avenir une guerre franco-allemande n'est pas du tout une idée hypothétique à l'époque. C'est une question sérieuse. Et donc, il faut rendre la guerre franco-allemande impossible en créant une structure d'interdépendance, structure de type fédéral entre la France et l'Allemagne. Et comme il ne faut pas faire de fédération à deux, il faut en mettre d'autres dans cette entente. Donc il y a les Italiens
les Belges, les Néerlandais, les Luxembourgeois qui vont participer. Les fondateurs auraient beaucoup aimé que les Britanniques participent dès le départ. Les Britanniques dans les années 50, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas du tout. Et donc ça aboutit au traité de Rome qui est signé en 1957 et qui entre en vigueur le 1er janvier 1958. Donc la date de naissance de l'Union européenne d'aujourd'hui, c'est le 1er janvier 1958 avec les 6 membres fondateurs, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Cette organisation, elle a changé de nom ensuite. On l'a d'abord appelé le marché commun, ensuite on l'a appelé les communautés européennes, puis la communauté économique européenne, puis l'Union, puis la communauté européenne tout court, en enlevant l'adjectif économique, puis l'Union européenne. Ça s'appelle l'Union européenne depuis 1993. Ça a changé de nom plusieurs fois, mais c'est toujours la même organisation. Dans la structure fondamentale de l'Union européenne d'aujourd'hui, le traité de Rome de 1957, qui a été modifié à plusieurs égards, mais le traité de Rome de 1957 continue à faire partie de la Constitution de l'Union européenne d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'Union européenne au moment où elle est créée, le traité de Rome? C'est une zone de libre-échange, une union douanière et un marché commun. Qu'est-ce que c'est une zone de libre-échange? C'est un espace dans lequel des États s'engagent à ne pas avoir de droits de douane entre eux, ni d'obstacles non tarifaires aux échanges entre les membres. C'est l'idée que les échanges économiques doivent être complètement libres entre les pays membres de cette zone de libre-échange. C'est aussi une union douanière. Une union douanière, ce n'est pas la première fois qu'on a fait ça. Il y a déjà eu une union douanière en Allemagne dans la première moitié du XIXe siècle. Ça consiste à avoir une zone de libre-échange qui fait en plus un tarif extérieur commun. C'est-à-dire on supprime les droits de douane entre nous et on adopte des tarifs douaniers vis-à-vis du monde extérieur qui sont communs. C'est pour ça que dès 1958, sa mise en place en 1958, le marché commun européen apparaît comme quelque chose, un phénomène unificateur beaucoup plus fort que la zone de libre-échange nord-américaine, qui n'est pas du tout une union douanière, qui est seulement une zone de libre-échange. Enfin, et dès 1958, c'est un marché commun, c'est l'expression qui est utilisée à l'époque, ce qui veut dire que la libre circulation ne doit pas seulement être la libre circulation des marchandises, du commerce, mais la libre circulation des travailleurs et un certain nombre de réglementations qui vont venir ensuite, la création d'un marché commun agricole, je vais y revenir, l'harmonisation des réglementations, l'harmonisation des fiscalités et des programmes d'aide au développement. C'est que dès le départ de cette communauté, il y a un engagement à favoriser non pas les pays les plus pauvres, mais les régions les plus pauvres, ce qui favorise évidemment certains pays. Parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de région plus pauvre. En Italie, il y en a beaucoup. L'Italie va être le pays qui va bénéficier le plus des subventions versées par les pays plus riches pour favoriser le développement économique du sud de l'Italie. Certaines régions défavorisées en France vont en bénéficier aussi. Donc il y a une sorte de solidarité qui ressemble un peu à la péréquation entre les provinces canadiennes, des pays membres de cette communauté dès le départ. Alors cette communauté, elle a une structure de décision, c'est ça qui nous intéresse le plus pour réfléchir sur la démocratie. Il y a un conseil des ministres. Le conseil des ministres, ça réunit les chefs de gouvernement,
à partir du moment où la France va avoir un président après 1959 qui se met à diriger réellement le gouvernement, c'est le président français qui va participer avec le chancelier allemand, le premier ministre italien, les premiers ministres belges, néerlandais et luxembourgeois. Dans certains cas, le Conseil des ministres réunit des ministres spécialisés. Quelquefois, c'est les ministres des Finances, quelquefois, c'est les ministres des Affaires étrangères, quelquefois, c'est les ministres de l'Agriculture qui se réunissent lorsque les décisions qui sont à prendre concernent leur domaine ministériel. Le Conseil des ministres, c'est l'organe de décision principal. Presque toutes les décisions doivent être prises par le Conseil des ministres. Beaucoup doivent être prises à l'unanimité des membres et quelques-unes sont prises par un vote pondéré. Les votes pondérés à l'origine dans le marché commun, il y avait les trois pays les plus peuplés qui, par chance, avaient presque le même chiffre de population. Aujourd'hui, l'Allemagne est plus peuplée que la France ou l'Italie. Mais l'Allemagne, c'était seulement l'Allemagne de l'Ouest, après 1958. Et donc, le chiffre de population était peu différent. Entre l'Allemagne, la France et l'Italie, on pouvait donc avoir trois pays qui avaient le même poids pour voter. Quand le vote était pondéré, ils avaient 4 votes chacun. Et le Pays-Bas et la Belgique, qui sont en gros 4 fois moins peuplés que les 3 grands, avaient chacun 2 votes et le Luxembourg avait un seul vote. Et il y avait les votes quand ils étaient pris à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée était de 12. La deuxième structure de décision, c'est un parlement. Il y a un parlement de la communauté européenne, de l'Union européenne, qui est formé d'abord de délégués des parlements nationaux. Les parlements nationaux envoient certains de leurs membres avec un certain nombre de sièges attribués aux différents pays, peu importe les nombres, et à partir de 1979, ils seront élus directement par la population. C'est-à-dire que ça cesse d'être des parlementaires nationaux délégués par leur parlement d'origine pour siéger dans le Parlement européen, ça devient des gens qui ont été candidats à une élection européenne qui a lieu dans les différents pays de la communauté en même temps. Mais ça sera seulement à partir de 1979. Beaucoup de gens ont cru en 1979 que l'élection directe des membres de ce Parlement augmenterait beaucoup son pouvoir de décision dans la structure de décision de l'organisation. En réalité, ce n'est pas ça qui s'est passé et une part du désenchantement démocratique des habitants des pays membres de l'Union européenne aujourd'hui vient de là, pas de cette faiblesse du Parlement. Je reviendrai sur les raisons de cette faiblesse. Enfin, il y a un troisième élément de décision qui était, je crois, la trouvaille vraiment intéressante lorsqu'a été mise en place cette structure, c'est la commission. Alors, la commission, à l'origine, elle était formée de 9 membres, 2 pour chacun des grands pays et 1 pour chacun des petits, ce qui faisait 9 au total. La commission n'est pas faite pour représenter les intérêts des États membres. Les gens qui sont nommés dans cette commission, ils ne sont pas des représentants du pays qui les a nommés. Ils sont collectivement en charge de l'intérêt commun de l'organisation. Et pendant longtemps, ils vont vraiment se comporter comme cela. Ils ont un pouvoir de proposition au Conseil des ministres. C'est-à-dire, le Conseil des ministres est celui qui a le pouvoir de décision finale. Mais les propositions politiques sont faites par la Commission. Et la Commission dirige l'administration qui est chargée d'appliquer les décisions qui ont été prises par le Conseil des ministres. Et donc, la possibilité pour cette Commission d'être le moteur de
du fonctionnement de la communauté ou de l'organisation. Cette possibilité, elle était très grande et pendant longtemps, elle a fonctionné comme ça. Et il y a une réussite, je crois, de l'Union européenne qui a été due pendant longtemps, enfin ce qui ne s'appelait pas encore l'Union européenne. Je vais perpétuellement avoir ce problème de terminologie, de lui donner le nom que ça a aujourd'hui, même pour les époques, ça portait un nom différent. Presque sûrement, l'originalité de la structure de décision, c'est la commission, la façon dont est définie la commission, formée et la façon dont elle fonctionne, avec donc le pouvoir d'initiative des décisions du Conseil et la responsabilité d'appliquer les décisions du Conseil. C'est ça qui était une trouvaille, je crois, pour que ça marche. L'autre facteur qui a joué, c'est le soutien très fort pendant longtemps des opinions publiques dans les pays concernés. Mais même en France, où De Gaulle, qui devient président en 1959, était un homme extrêmement sceptique face à la construction européenne, De Gaulle, en 1965, décide de faire sortir la France du commandement intégré de l'Alliance Atlantique. Il n'a jamais envisagé de faire sortir la France du marché commun parce qu'il savait que le soutien dans l'opinion publique était extrêmement fort, le soutien dans l'opinion publique des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Italie, probablement de la Belgique, dans tous ces pays-là. Le soutien à la construction européenne était extrêmement fort, donc les gouvernements savaient qu'il fallait, dans les décisions du Conseil des ministres, qu'ils aient des attitudes coopératives entre eux. De Gaulle, pendant très longtemps, ne l'a pas été dans les années 60, mais c'était mal vu par les autres membres de la communauté et c'était mal vu par la population en France. Il y avait des choses dans la politique de Gaulle qui étaient approuvées très fortement, mais d'autres choses qui ne l'étaient pas du tout dans l'ensemble de la population. Et les dirigeants des gouvernements avaient intérêt à nommer dans la commission des gens qui étaient des europhiles convaincus, des gens qui étaient persuadés qu'il fallait favoriser l'intérêt commun de l'organisation. Alors, cette organisation, elle va connaître un certain nombre d'élargissements. Le premier a lieu en 1973, où entre dans le marché commun la Grande-Bretagne, qui avait hésité à entrer, qui n'avait pas voulu entrer au début, qui avait voulu entrer dans les années 60, mais De Gaulle s'y était opposé. En 1972, 71, 72, De Gaulle n'est plus au pouvoir en France et donc les négociations peuvent reprendre avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne entre dans l'Union européenne. L'Irlande, la République d'Irlande, rentre aussi. Elle est très très liée à la Grande-Bretagne économiquement. Et le Danemark entre. Il y a un quatrième pays qui a négocié son entrée à ce moment-là, c'est la Norvège. La Norvège aussi avait des liens économiques et commerciaux assez importants avec la Grande-Bretagne, comme le Danemark. Et en Norvège, il y a eu un référendum et les Norvégiens ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Ils vont recommencer ça une deuxième fois en 1995 et la Norvège est toujours en dehors de l'Union européenne. Il y a deux pays qui seraient acceptés sans hésitation par l'Union européenne s'ils entraient et qui refusent d'entrer, c'est la Norvège et la Suisse, qui est complètement enclavée aujourd'hui dans l'Union européenne, mais qui continuent à ne pas être membres de l'organisation. Donc, on a cru que ça allait être 4 nouveaux membres en 1973, et en fait, ça a été seulement 3, la Grande-Bretagne, l'Irlande et le Danemark. En 1981, la Grèce va entrer dans l'Union européenne, et en 1986, l'Espagne et le Portugal. Ces 3 pays sont intéressants parce que ce sont des pays qui viennent de sortir d'une situation de dictature. Jusque-là, ça marche bien. L'entrée de ces 3 pays dans l'Union européenne a évidemment
un effet très, très, très important pour eux, c'est de stabiliser leur démocratie, que le pays pourrait connaître de nouveau un coup d'État militaire. La question n'est pas vide de sens, que ce soit en Grèce, en Espagne ou au Portugal. Je vous ai parlé un tout petit peu de l'établissement de la démocratie en Espagne. La dernière tentative de coup d'État militaire en Espagne, c'est 1981. L'entrée dans l'Union européenne représente une sorte de garantie que les membres de la classe dirigeante économique, pour qui appartenir à l'Union européenne c'est extrêmement avantageux économiquement, et évidemment, s'il y avait un coup d'État militaire, immédiatement le pays serait suspendu de sa participation à l'Union européenne. Donc, pour stabiliser la démocratie dans le pays, c'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Et la première préoccupation politique en 1956 ou 57, c'était la paix en Europe. Là, il y a une deuxième motivation politique qui joue, c'est la stabilisation de la démocratie. Ça va aussi s'accompagner d'une réduction des inégalités économiques. Le pays qui va utiliser ça de la façon la plus remarquable, c'est l'Irlande. Entre 1973 et 1981, c'est l'Irlande, le pays le plus pauvre dans l'Union européenne. Ensuite, ça va devenir la Grèce. Or, avec le système de redistribution en fonction des régions désavantagées, l'Irlande reçoit beaucoup de subventions européennes. Et il y a un autre mécanisme qui peut jouer, qui est qu'un pays a le droit de demander aux autres qu'on fasse des exceptions à certaines règles du libre-échange pour qu'il ait la possibilité de faire du protectionnisme pour certains secteurs de son économie qui a besoin d'être développé temporairement. L'Italie avait utilisé ça assez souvent, l'Italie qui était le moins développé des pays lorsque l'Union était à 6. L'Italie avait obtenu des autres qu'on lui laisse faire ça, faire du protectionnisme par secteur. C'est comme ça que l'Italie a développé, je sais pas, une industrie des réfrigérateurs, une industrie des machines à écrire. C'est comme ça qu'ils sont devenus très, très importants, qui ont permis d'exporter beaucoup. L'Irlande va faire ça systématiquement. Puis alors, c'est beaucoup plus facile de faire une exception pour l'Irlande, pas parce que l'Irlande, c'est 3-4 millions d'habitants. L'Italie, c'était plus de 50 millions. Faire des exceptions pour l'Italie, ça avait des conséquences économiques assez sérieuses pour les autres membres. Alors que quand les Irlandais demandent la possibilité de faire une exception aux règles pour favoriser leur développement interne, on peut toujours accorder aux Irlandais ce qu'ils demandent. Et la façon dont les Irlandais et les dirigeants irlandais vont utiliser leur présence dans l'Union européenne pour transformer complètement leur pays. Ce pays qui était plus pauvre que l'Angleterre depuis le fond du Moyen Âge. Ça a toujours été plus pauvre que l'Angleterre, l'Irlande. Et qui était le plus pauvre des pays dans l'Union européenne après 1973. Au début des années 2000, l'Irlande va se retrouver avec un revenu par tête plus élevé qu'en Grande-Bretagne. Tout à fait, une réussite tout à fait extraordinaire. Bon, la présence de l'Irlande et du Royaume-Uni dans l'Union européenne, ça a facilité aussi le règlement du conflit en Irlande du Nord. En 1997, quand il y a une négociation entre les deux gouvernements de Londres et de Dublin et les organisations politiques hostiles les unes aux autres en Irlande du Nord pour régler, pas complètement, mais quand même assez largement, le conflit de l'Irlande du Nord, le fait que l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud soient dans le même espace économique, puisqu'elles font partie toutes les deux de l'Union européenne, ça a aidé beaucoup. Et une des choses qu'on a découvert au moment du Brexit, c'est le fait que ça pose un problème pour la paix en Irlande du Nord. Ça continue à poser un problème pour la paix en Irlande du Nord. Alors que l'Union européenne a été favorable, a aidé, a rendu... C'est pas parce que les dirigeants européens voulaient la paix en Irlande du Nord. C'est pas une histoire de volonté. C'est une histoire de conséquences. Une des conséquences de la
la coopération économique, de la création d'un espace économique commun, ça a été de faciliter la paix en Irlande du Nord, comme ça a été de stabiliser la démocratie en Grèce, en Espagne et au Portugal. Je dirais, au milieu des années 80, la construction européenne apparaît comme une réussite remarquable, hein, du point de vue de ses effets politiques pour les États membres, du point de vue de ses effets économiques. Les pays se sont développés de façon extraordinaire. Les inégalités à l'intérieur des pays et entre les populations des différents pays ont diminué beaucoup. Les résultats positifs sont très très remarquables et l'insatisfaction vis-à-vis de l'organisation n'est pas très grande, sauf peut-être au Royaume-Uni. Les Britanniques supportent mal la limitation de leur Parlement par les règles de l'Union européenne et l'Union européenne a été moins avantageuse pour la Grande-Bretagne qu'elle l'avait été pour la France et l'Allemagne avant ou qu'elle l'est pour l'Irlande, qu'elle l'est pour les pays plus pauvres entrés après 1973. Tout va se détraquer avec la fin des régimes communistes. Les régimes communistes s'effondrent en Europe de l'Est en 1989, presque tous, et bien évidemment, beaucoup d'entre eux, leur rêve, c'est d'entrer dans l'Union européenne avec l'idée que ça va être la prospérité, ça va être la preuve que on est devenu vraiment indépendant de l'Union soviétique, ça va protéger contre le risque d'un retour de l'Union soviétique ou de la Russie après 91, mais de 89 à 91, l'Union soviétique existe toujours. C'est pas évident, 89-90, que ça va conduire, que ce qui se passe va conduire à l'effondrement ou au démembrement de l'Union soviétique elle-même. Donc il y a l'idée que, les Polonais, les Roumains, les Tchèques, les Hongrois veulent entrer dans l'Union européenne et pour des raisons économiques et aussi avec l'idée que ça va stabiliser les nouvelles démocraties et que ça va être très avantageux. Face à ça, la réaction des pays déjà membres de l'Union européenne a été une réaction frileuse. Ils leur ont dit en gros, vous allez entrer, mais avant de vous laisser entrer, il faut qu'on renforce la coopération entre nous. Il faut qu'on fasse plus de règles communes. Et il m'a semblé à l'époque, et je reste persuadé de ça jusqu'à aujourd'hui, que ou bien ils étaient de mauvaise foi et ils inventaient n'importe quel prétexte pour retarder la difficulté de l'admission de nouveaux membres, ou bien qu'ils avaient raisonné de travers. Pas parce que, évidemment, si on fait rentrer des États plus nombreux et où les situations économiques sont très différentes de celles des pays d'Europe occidentale, déjà membres, on ne va pas pouvoir faire plus de règles communes. Il va falloir en faire moins. C'est-à-dire qu'une union plus étendue, inévitablement, aurait dû être plus décentralisée. Et l'argument qui est utilisé par les dirigeants des pays déjà membres de l'Union européenne, c'est qu'il faut centraliser plus pour pouvoir vous admettre. Et ça va donner d'abord l'admission dans l'Union en 1995 de 3 pays qui économiquement ne posaient aucun problème. Il y en a 2, l'Autriche et la Finlande, qui avaient des traités qui leur imposaient de rester neutres vis-à-vis de l'Union soviétique, et qui sont libérés de cette contrainte et donc peuvent entrer dans l'Union européenne. Mais ce sont des pays complètement capitalistes, très développés, dont l'admission dans l'Union européenne ne présente aucune difficulté. Le 3e qui choisit d'entrer à ce moment-là, c'est la Suède. La Suède qui était restée neutre et en dehors de l'Union jusque-là. La Suède entre en même temps que l'Autriche et la Finlande en 1995. Ces 3 pays sont toujours dans l'Union européenne aujourd'hui. L'extension aux anciens pays communistes ne se fera qu'en 2003, donc 14 ans après
la fin des régimes communistes, où les pays européens là, se décident à faire rentrer la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, qui s'est séparée de la Yougoslavie par le démembrement de la Yougoslavie, mais qui est là indépendante depuis déjà 12 ans, aussi l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui faisaient partie de l'URSS, qui n'étaient pas seulement des pays d'Europe de l'Est dépendants de l'URSS, et aussi Malte et Chypre, pas deux îles en Méditerranée. Donc là, il y a un élargement très important, il y a 10 nouveaux membres, il y en avait 15, maintenant il y en a 25. Plus tard, en 2007, la Roumanie et la Bulgarie vont entrer. En 2013, la Croatie. Donc là, l'Union européenne a 28 membres. Elle n'en a plus que 27 depuis 2020, puisque le Royaume-Uni en est sorti. Alors, la communauté élargie, à partir de 2003, va connaître des difficultés dues aux inégalités économiques très grandes entre les différents pays. Tous les programmes d'aide aux régions désavantagées, dont continuait à bénéficier un petit peu le sud de l'Italie, dont bénéficiaient beaucoup le Portugal et l'Espagne, tout d'un coup, la Pologne ou la Hongrie vont se mettre à en absorber beaucoup. Alors, il faut changer les règles, faire des règles moins généreuses parce que ça se mettrait à coûter beaucoup trop cher. Et puis, certains pays, parmi les membres anciens qui recevaient de l'aide au développement régional, cessent d'en recevoir. L'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie, qui sont beaucoup plus pauvres, pas que la Pologne ou la Hongrie, vont continuer à poser ce type de problème. C'est-à-dire la difficulté d'avoir des règles économiques communes si les différences de niveau économique sont très très grands entre les différents membres, ça devient bien sûr plus difficile. À cela s'ajoute peut-être une différence culturelle. Curieusement, les pays qui ont le plus de mal à s'adapter à l'Union européenne, c'est les pays qui ont été orthodoxes dans le passé, ou qui le sont encore, enfin c'est encore la religion. C'est depuis le départ la Grèce. La Grèce a plus de difficultés que les autres dans son fonctionnement par rapport à l'Union européenne, et aussi la Roumanie et la Bulgarie. Alors que la Pologne, c'est un pays catholique, la Hongrie, c'est un pays catholique, l'Estonie et la Lettonie, c'est des pays protestants, la Finlande, la Suède aussi, hein. L'Autriche, c'est un pays catholique. Curieusement, la différence de christianisme a peut-être eu une importance. Ce qui a eu une importance aussi, c'est la différence de tradition politique. Dans l'Union européenne des années après 2003, il y a deux catégories de pays qui sont de plus en plus mécontents de la façon dont ça fonctionne. Ce sont les pays les plus démocratiques depuis les plus longtemps. Les pays pour qui l'entrée dans l'Union européenne a seulement été une perte de compétences de leur Parlement. La Grande-Bretagne, le Danemark et les Pays-Bas. Même si les Pays-Bas, c'est un pays fondateur, ça devient à ce moment-là un des pays où les opinions publiques sont les plus défavorables à l'Union européenne. Et puis, il y a les pays qui ont été communistes, qui avaient un nationalisme très vigoureux avant d'être absorbés par les régimes communistes et de devenir des satellites de l'URSS, et pour qui la fin du régime communiste, ça voulait dire enfin l'indépendance, et qui adhèrent à l'Union européenne, parce que c'est la preuve qu'on est devenu indépendant de l'URSS, c'est la preuve qu'on est devenu des vraies démocraties, et qui se rendent compte que l'Union européenne leur impose des quantités de contraintes qui ressemblent un tout petit peu
Je dis bien un tout petit peu. C'est pas du tout les mêmes contraintes que la présence militaire soviétique dans le pays, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça. Les deux pays typiques de ça en Europe centrale, c'est la Pologne et la Hongrie. La Pologne et la Hongrie, qui sont des pays plus nationalistes traditionnellement que la République tchèque ou la Roumanie, pour qui c'est moins évident l'aspiration à l'indépendance nationale. Et l'aspiration à l'indépendance nationale a une importance assez grande. Il y a l'idée de l'Union européenne, non pas comme quelque chose qui renforce la démocratie, mais comme quelque chose qui l'affaiblit. Dans le cas des Britanniques ou des Danois, et l'idée de l'Union européenne qui ne renforce pas l'indépendance, mais qui l'affaiblit, dans le cas des Polonais ou des Hongrois. Mais ce type de sentiment, il peut exister ailleurs. Il y a beaucoup de gens en France qui pensent que l'Union européenne prive la France de son indépendance nationale et que c'est mauvais pour la démocratie parce que les décisions à Bruxelles sont bureaucratiques et non pas démocratiques, etc. Donc, il y a des difficultés liées aux différences entre les pays. Plus les pays sont nombreux, plus il y a de différences, plus c'est difficile à régler. Et je pense que les dirigeants des pays fondateurs de l'Union européenne se sont trompés en croyant qu'ils pouvaient en même temps accepter beaucoup de nouveaux membres et renforcer les liens. Il fallait accepter de faire une union plus décentralisée. Ou bien il fallait refuser les nouveaux membres, ou bien il fallait accepter de décentraliser un peu plus l'organisation. Et je pense que comme c'était difficile moralement de refuser les nouveaux membres qui en rêvaient tellement, et c'était tellement bon pour la paix en Europe, pas que ces pays deviennent membres de l'Union européenne, c'était tellement bon pour le maintien de leur structure démocratique, donc il fallait les admettre, et donc il fallait accepter que les exigences d'intégration des économies soient plus modérées, qu'on accepte plus de décentralisation, plus de différence dans le fonctionnement des économies. Je pense que ça, c'est le choix qui n'a pas été fait par les anciens membres de l'Union européenne. Et puis, il y a des difficultés structurelles qui résultent du nombre. La Commission, qui avait 9 membres en 1958, elle en a 27 aujourd'hui. Et il faut un membre par pays. Et alors, ça fait, on distribue des compétences entre les différents membres. Certains de ces membres continuent à se considérer comme le représentant de leur pays dans la commission. Alors, c'était pas du tout l'idée au départ, quand a été créée la commission. Ce qui fait que la commission reste une structure bureaucratique importante et est de moins en moins un moteur de la défense de l'intérêt général de l'organisation. En fait, le Parlement, qui aurait dû être la structure qui démocratise l'ensemble, le Parlement qui avait 142 membres à l'origine, qui en a 410 en 1979 quand il est élu pour la première fois, il en a 705 aujourd'hui, il en avait nettement plus avant la sortie de la Grande-Bretagne, ce qui est probablement un nombre trop grand pour être une structure de décision efficace. Ce n'est pas une structure de décision efficace parce que ça n'est pas une structure de décision efficace. Les élections ne sont pas vraiment européennes. Il y a des élections européennes dans les différents pays et en réalité, les gens votent en fonction des étiquettes de partis politiques et des préoccupations de la politique intérieure de leur propre pays, et les gens qui sont élus dans le Parlement européen, on les oublie, ils sont très peu des participants à la vie démocratique dans le pays qui les a élus. Enfin, et c'est peut-être ce qui a été le plus grave, l'Union européenne a été, je pense, affaiblie beaucoup, ou son fonctionnement a été dégradé beaucoup par la fin des régimes communistes, c'est très triste à dire, parce qu'en soi c'était une très bonne nouvelle, et par la façon dont les dirigeants européens ont réagi à la candidature des pays anciennement communistes, et l'élargissement
qui en a résulté. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, qui avait commencé avant, c'est l'idée du libre-échange généralisé. L'idée que l'Union européenne doit être gouvernée par des structures libre-échangistes, non seulement le libre-échange à l'intérieur, mais le libre-échange avec le reste du monde. Et que l'union douanière, qui était une structure très importante à l'origine, a cessé d'avoir la même efficacité aujourd'hui pour créer une véritable solidarité économique entre les différents pays membres. Et à cet égard, la culture des dirigeants européens est devenue très différente de ce qu'elle était dans les années 60. Dans les années 60, il s'est passé quelque chose de très intéressant et où De Gaulle, malgré son hostilité à l'Union européenne, a, je pense, contribué à la renforcer en insistant pour que soit créé le marché commun agricole. Bon, ça avait été prévu dans les traités au début, mais les autres pays européens, ça ne les intéressait pas tellement. Parmi les 6 initiaux, le pays où l'agriculture était la plus importante de loin dans l'économie, c'était la France. Et oui, je vais développer ça 3 minutes quand même. Les agricultures sont toujours étatisées partiellement. Il y a toujours des réglementations des marchés agricoles. C'est vrai au Canada, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Suisse, c'est vrai au Japon, c'est vrai dans tous les pays où l'agriculture est efficace, elle n'est pas purement et simplement une agriculture de marché. Il y a un marché, mais il y a des réglementations, il y a des interventions de l'État pour réguler ces marchés. C'était le cas des différents pays européens avant la création du marché commun. Et l'idée, c'est que si on fait un libre-échange entre les pays européens, et si ça inclut l'agriculture, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une politique agricole commune, qu'il faut qu'il y ait un budget agricole de la communauté, qu'il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait un tarif extérieur commun qui protège l'agriculture à l'intérieur de l'ensemble de l'Union européenne. Ça a été fait dans les années 60, ça a entraîné croissance économique énorme de production agricole dans les pays membres. Les économistes sont perpétuellement en train de critiquer le marché commun agricole. Et leur principale critique, c'est que ça crée des excédents. Ça crée une production excédentaire, ce qui vaut beaucoup mieux que de créer une pénurie. Donc les dirigeants européens des années 60 savent que faire une communauté économique, ce n'est pas seulement faire des règles de libre-échange entre les entreprises qui sont établies sur le territoire de la communauté. C'est faire une politique commune qui a été fait dans le domaine de l'agriculture, qui aurait dû être fait et qui ne l'a pas été dans d'autres domaines. Et donc l'idée que le libre-échange devient le critère unique des décisions de l'Union européenne, que le but des règlements de l'Union européenne, c'est de supprimer les obstacles aux échanges entre les entreprises des pays membres et de supprimer les obstacles aux échanges avec le monde extérieur. Et ça donne une Union européenne aujourd'hui qui gère moins bien l'espace qu'elle administre dans l'intérêt de l'ensemble des populations concernées. Ça donne une Union européenne qui est beaucoup plus contestée par les populations et par certains gouvernements, les gouvernements de certains pays, notamment, il y a eu la Grande-Bretagne avant la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union, il y a très clairement la Pologne et la Hongrie aujourd'hui, et à l'intérieur des différents pays européens, il y a des mouvements de contestation de l'Union européenne qui se développent beaucoup, et toujours en invoquant l'argument de l'indépendance nationale et de la démocratie, que la démocratie suppose
l'indépendance nationale, puisque la gestion de la communauté n'est plus capable d'être compatible avec les démocraties des membres. Et juste en terminant, je vais vous donner un chiffre que je trouve extrêmement frappant. En 1985, lorsque l'Espagne décide d'entrer dans ce qui s'appelle les communautés européennes à ce moment-là, le revenu par personne en Espagne était 63% du revenu des personnes en Allemagne. En 2000, l'écart est passé il n'est plus de 60%, le niveau espagnol par rapport au niveau allemand n'est plus de 63%, il est de 73%. Ce qui fait que les Espagnols, en 15 ans, se sont rapprochés nettement du revenu des Allemands. La communauté a fonctionné comme un mécanisme économique qui réduit les inégalités, qui les réduit de façon importante. Bon, dans le cas de l'Irlande, je voudrais, c'est encore plus spectaculaire à l'époque, si on compare l'Irlande et la Grande-Bretagne. Mais en 2015, donc 15 ans après, enfin, j'ai 15 ans, j'ai 1985-2000, ça passe de 63% à 73%, et de 2000 à 2015, ça redescend à 62%. C'est-à-dire que les Espagnols, en 2015, ont le même écart de revenu moyen avec les Allemands que ce qu'ils avaient en 1985. On a l'impression que l'Union européenne a fonctionné comme une structure de réduction des inégalités entre les populations jusqu'en 2000, ou un peu avant, un peu après, et que ensuite ça va fonctionner de façon différente. Voilà, c'est pour réfléchir à la démocratie et la compatibilité de la démocratie avec des règles internationales, c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que l'expérience de l'Union européenne est importante comme point de départ pour une réflexion. Quelle conclusion on peut porter à partir de là, je ne le sais pas. J'attends la suite de l'histoire de l'Union européenne, qui est une histoire que j'ai trouvée admirable. Bon, je l'ai vécue toute ma vie. Je me souviens de la signature du traité de Rome et de l'enthousiasme dans les hebdomadaires pour enfants que je lisais à l'époque envers cette nouvelle réalisation, et cet enthousiasme auquel j'ai participé pendant une partie de ma vie et qui a créé énormément de désabusement chez énormément de gens, ce qui est très dommage, mais c'est important pour nous d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Je vous remercie de votre attention.